Yaurana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Les TND, les troubles du neurodéveloppement. On parle de dyslexie, de dyscalculie. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les conséquences et comment y remédier? Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons 3 spécialistes et une témoin, à savoir Emmanuel Préloy, inspecteur ASH de la DG2E Yorana. Yorana. Heyari Wong, neuropsychologue de l'Institut Synapse. Bonjour tout le monde. Mahana Adine, orthophoniste. Yorana. Et enfin, notre témoin, Iriatei Teina Yorana. Yorana. Alors, je vais me tourner vers Heyari, du coup, pour parler des TND. Donc, c'est des troubles cognitifs. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Oui, quel mot compliqué. Troubles du neurodéveloppement, en fait, ce sont des difficultés dans le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire comment le cerveau traite l'information. Et on parle du neurodéveloppement parce qu'en fait, ces difficultés vont apparaître au cours du développement de l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de les diagnostiquer le plus tôt possible. Voilà. Ça ne touche que les enfants? Bien sûr, on y reviendra plus en détail, mais est-ce que ça ne touche que les enfants? Non, ça touche les enfants. Et quand on a un trouble du neurodéveloppement, souvent, on a encore quelques difficultés à l'âge adulte. Parfait, on y reviendra un peu plus tard. Mahana, est-ce qu'il y a des troubles fréquents ici en Polynésie française? Donc j'ai parlé dans mon introduction de dyslexie, de dyscalculie, mais il y a plusieurs autres troubles avec qu'on appelle des troubles 10. Oui, effectivement. Au cabinet, par exemple, on est amené, je suis amenée en tout cas à recevoir des enfants avec de la dyslexie, de la dysorthographie, de la dysphasie aussi, donc grosse difficulté au niveau de la parole, la dyscalculie, donc au niveau du calcul ou alors du traitement logico-mathématique. Voilà. Mais en fait, tout ça maintenant, c'est englobé dans une appellation que sont les troubles spécifiques des apprentissages en langage écrit, en langage oral ou dans le traitement numérique. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas un abus de langage si on parle de TND, des troubles du neurodéveloppement. Non, c'est exactement. On va rester donc sur ce terme pour notre public. Emmanuel, quelles sont vos missions à la DG2E en tant qu'inspecteur ASH autour de ces troubles 10? Eh bien, pour la DG2E, l'objectif, c'est de veiller finalement à ce que chaque élève ait une réponse adaptée pour poursuivre sa scolarité et avoir le meilleur parcours de réussite, y compris dans la formation. Et justement, nous avons Iriatei qui est présente sur notre plateau. Donc toi, tu as une expérience très forte autour de tous ces troubles du neurodéveloppement. Effectivement, je suis mère d'un enfant qui est dyslexique. Aujourd'hui, il a 16 ans. Donc, on a remarqué sa dyslexie en primaire, mais à l'apprentissage de la lecture en classe de CP. Et il avait un gros bouquin. Et quand je faisais la lecture à la maison, il ne pouvait pas me lire tout seul, quoi. Donc, c'était la fin de l'année, donc c'était compliqué pour moi. J'ai essayé de trouver une aide pour mon fils, pour l'école, parce que sans la lecture, c'est difficile en fait pour continuer sa scolarité. Et j'ai fait mes recherches, je me suis appuyée sur les aides scolaires, Maître E, en primaire, de l'orthophoniste. C'est grâce à ça que j'ai connu Mahana, qui a aidé mon fils. Et il a continué au collège difficilement parce qu'au fait, il a fait un cursus CHAM. Je l'ai mis au collège supérieur parce qu'il est en partenariat avec le conservatoire. Oui, qui est juste à côté du coup. Exactement. Donc, il fait de l'art trad, percussion et de l'art classique en batterie classique. Alors, si on revient sur les TND, Mahana, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les causes les plus fréquentes d'un trouble cognitif, d'un trouble du neurodéveloppement? Alors, les causes sont assez vastes. Donc, d'abord, c'est au niveau neurologique. Donc, ça peut être au niveau du développement lors de la gestation. Mais après, je vais te parler comment ça se concrétise au cabinet. Par exemple, j'ai des exemples de patients pour qui on a décelé de la dyslexie assez tard, donc dans les alentours de CE2. Mais qui ont réussi ensuite à avoir un soutien environnemental très, très présent. Et dans ce cas-là, ces enfants-là ont plus de chance, entre guillemets, à s'en sortir au niveau scolaire. Tandis que j'ai d'autres exemples d'enfants qui ont eu un environnement familial plus pauvre,
Donc, pauvre au niveau de la stimulation, au niveau du soutien affectif aussi. Et à ce moment-là, les enfants ont encore de grosses difficultés, même au collège, lycée, voire à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment assez différent au niveau de l'aspect familial. D'accord. Mais après, il y a aussi l'aspect scolaire où certains enfants ont de très mauvaises expériences avec certains professeurs ou alors avec d'autres enfants sujet à des moqueries. Donc là, au niveau émotionnel, c'est pas facile pour dépasser ces difficultés-là qui sont d'origine neurologique, donc qu'ils vont avoir tout au long de leur vie finalement. Et oui, donc en fait, finalement, Il y a plusieurs le milieu éléments, scolaire, le milieu finalement. familial, et le milieu émotionnel sont hyper importants. Oui. Justement, Héari, comment est-ce qu'on peut savoir quand un enfant ou un adulte, on en a parlé rapidement, ou un adulte a un trouble du neurodéveloppement? Ce qu'il va falloir faire, c'est faire la différence entre un trouble et un retard déjà. Je vais rester sur l'idée de la lecture. Un enfant qui rencontre des difficultés en lecture, on va mettre en place certains aménagements à l'école, des prises en charge spécifiques avec une orthophoniste par exemple. Si l'enfant récupère tout rapidement, en fait, il avait besoin d'un petit coup de pouce, c'est un retard. Le trouble, lui, va se maintenir. Peu importe ce qu'on va mettre en place, l'enfant, comparativement à ce qu'on attend pour son âge, sera toujours en décalage. Et donc, effectivement, oui, c'est un peu ce qui fait la différence, c'est la persistance d'un trouble, même si les choses vont s'améliorer avec le temps, et heureusement, mais quand même, il restera généralement en difficulté toute sa vie. Donc, toute sa vie, donc ça veut dire que c'est irrémédiable, on peut rien faire. Si on change beaucoup de choses, on améliore vraiment par le travail, la stimulation, la rééducation, les compensations, le soutien familial. Mais c'est vrai que oui, si on fouille même à l'âge adulte, souvent on a encore quelques bribes de ce petit trouble, mais qui sont des fois qu'on a du mal à voir, mais qui est toujours un peu là quand on fouille un peu. On va parler des traitements un peu plus tard, mais en parlant du diagnostic, est-ce qu'il y a un diagnostic réel pour voir quels sont les troubles du neurodéveloppement? Tout à l'heure, on a parlé de dyscalculie, de dyslexie. Comment est-ce qu'on peut même savoir quel 10 on a? Oui, alors ça passe, il faut savoir que ce sont tous des diagnostics médicaux. Donc le médecin doit poser ce diagnostic, mais c'est un travail de collaboration parce que c'est nous, les orthophonistes, les psychomotriciens, les neuropsychologues, on va évaluer ses fonctions cognitives au travers de différents tests pour mesurer ses capacités cérébrales et voir est-ce qu'on est dans un développement normal ou un développement particulier qui peut correspondre à un des troubles neurodéveloppementaux parce qu'ils sont nombreux. On a parlé du diagnostic tout à l'heure de ton fils Iriatei, mais il y a eu le diagnostic du coup de ton mari par le biais de ton enfant. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, alors mon mari a été diagnostiqué dyslexique quand j'ai dû soigner mon fils par la musicothérapie. C'était une autre manière de faire. Et par la musicothérapie, on traite tout le monde en fait. Ça ne s'arrête pas qu'à l'enfant, mais les parents aussi. Et en étant dans cette mouvance, c'est là qu'on a détecté. Et ce qui m'a permis aussi à la maison de mieux comprendre. Parce qu'à la maison, si la communication avec ton mari dans un couple est difficile, tu as du mal à tenir un peu ta famille. Donc, grâce à ça, grâce à mon fils, et en ayant décelé la dyslexie de mon mari, la communication a été meilleure. Et c'est ce qui nous a permis d'aider encore mieux mon petit, qui lui, qui souffrait en silence, parce qu'en fait, on ne comprenait pas. Bien sûr. Et ça nous a permis de soigner le papa et d'avoir une meilleure communication à la maison. Alors, on l'entend et surtout on le voit si tu es présent sur le plateau, c'est parce que tu accompagnes, que ce soit ton fils ou ton mari. Mais comment est-ce que vous avez pris le diagnostic au moment où il a été dressé? Comment est-ce qu'a réagi ton mari? Comment est-ce que toi tu as réagi? Écoute, moi j'étais très étonnée parce que mon mari ne m'a jamais parlé de ses difficultés en fait. Et il me l'a dit à l'issue que c'était c'était une honte parce qu'en fait sa maman ne le croyait pas. Sa mère ne savait pas qu'il avait la dyslexie. Il n'arrêtait pas de lui dire en tahitien arrête de faire l'idiot. Mais qu'est-ce que tu fais? Lis correctement, fais ceci. Mais en fait, il ne faisait pas exprès. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait déceler facilement. Donc, il a comblé ses lacunes à l'école.
Donc aujourd'hui, petit à petit, ça se voit, les adultes en parlent plus, on en fait des émissions. Emmanuel, dans votre cas, est-ce que ça a évolué aussi, la prise en charge de ces enfants dans le milieu scolaire? Oui, l'école, c'est toujours un miroir aussi de ce qui se passe dans la société, hein. Mhm. Donc, c'est un chemin, hein. Et effectivement, il y a de nombreuses années, on ne parlait pas de dyslexie, on voyait des enfants en difficulté d'apprentissage. Aujourd'hui, ce mot, je reste sur la dyslexie, est quand même bien davantage connu. Et on va dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont souvent des lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce que véritablement le diagnostic va ne pouvoir se poser qu'un petit peu tardivement, puisque c'est lié à l'apprentissage de la lecture, hein. Nous, on commence l'apprentissage de la lecture véritablement dans les âges du primaire. Donc au CP, ça démarre, on va avoir des difficultés, des différences. Est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est un trouble, hein? C'est la question qu'on l'on posait. Et il faut souvent attendre un petit peu de temps, souvent 2 ans, hein, pour pouvoir commencer, voire davantage selon les élèves, hein, parce que là, on parle en général, mais chaque élève, chaque personne est différente. On va dire que, bon, un diagnostic, en gros, il faudra au moins attendre 2 ans d'apprentissage de la lecture pour véritablement être sûr de son diagnostic. Ben, dans ce temps-là, l'école est souvent le lanceur d'alerte dans la différence qu'elle observe du rythme d'apprentissage. Et puis, dans les adaptations, je pense qu'aussi, l'école aujourd'hui est mieux armée. On a des dispositifs, on en parlera tout à l'heure, qui permettent de mieux répondre. Et puis, on a tous compris que c'est notre travail collaboratif, hein, ça ne se traite pas que à l'école ou que dans la famille, c'est vraiment notre réseau collaboratif qui va donner les meilleurs résultats. Alors une chose qui est importante, c'est que tout à l'heure, on a parlé des différentes causes de la dyslexie, de la dyscalculie, en tout cas de ces troubles du neurodéveloppement. HRI, est-ce qu'il y a aussi un aspect héréditaire? Oui, c'est une bonne question. Le citron ne tombe jamais très loin du citronnier. Taporo, ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Oui, parce que l'origine, il y a des facteurs génétiques, épigénétiques. On est sur l'environnement, mais génétiques également. Donc oui, il n'est pas rare lorsqu'un diagnostic est posé que les parents se regardent parce qu'ils se reconnaissent dans son enfant. Donc oui, c'est pas rare. Justement, parlons de ça. Donc on a l'exemple de Iriate avec son fils et son mari. Mahana, est-ce qu'on va traiter ces troubles du neurodéveloppement, cette dyslexie par exemple, de la même manière chez l'enfant de Iriate que chez son mari? C'est très différent. Parce que du coup, d'un côté, l'enfant, on va agir sur toutes les bases avant la lecture, donc la conscience phonologique, la conscience syllabique, la conscience phonémique. On va reconstruire un petit peu les bases de la pyramide de la lecture, donc, et en passant par du matériel attrayant, ludique, et puis varié, et plein de couleurs. Donc après, on travaille cette motivation-là à apprendre à lire malgré les difficultés, tandis que les adultes, là, on va aussi travailler sur l'entraînement. Ça va être de l'entraînement intensif, de l'écoute, de la compréhension aussi de où sont les difficultés, à quel endroit dans le métier qu'il fait. Par exemple, moi, je pense à une patiente que j'avais reçue qui travaille dans une grande boîte et qui avait besoin d'avoir un document attestant qu'elle était dyslexique pour avoir des adaptations parce qu'elle avait des concours à passer. Et c'est une personne, du coup, qui a été voir... je crois qu'elle était venue te voir. Voilà, parce que du coup, on a besoin à chaque fois d'avoir plusieurs bilans pour avoir un diagnostic et que le médecin pose le diagnostic de dyslexie. Et cette personne a pu avoir ensuite des adaptations. Après, je n'ai pas eu la suite de l'histoire, mais tout ça pour dire que non, ça dépend. D'accord. On adapte complètement à... Et même un enfant n'est pas un autre, donc on peut utiliser des méthodes pour un enfant, bien sûr, pas la même pour un autre. Pour résumer, on ne va pas montrer Pimpin le lapin pour un mari, pour un adulte. Tout à fait. Mais si on reste vraiment sur le concret, je vois que tu as beaucoup de livres. Est-ce que ce sont les livres que tu utilises pour aider les enfants avec cette dyslexie, cette dyscalculie? Oui, c'est vrai, merci pour ta question. Effectivement. Par exemple, pour les enfants, alors j'utilise avant tout d'abord du matériel à manipuler et quand on a réussi à mettre en place les bases, à ce moment-là, on utilise les... On va les mettre bien haut pour qu'on puisse bien voir, voilà, exactement. Que les parents d'ailleurs peuvent acheter en ligne ou dans les librairies. Voilà, c'est cette marque-là et en fait, c'est hyper progressif. Donc là, on va avoir des phrases très courtes avec des mots simples. Donc au début, sans les
les sons complexes, Oui. donc le AU qui se lit O. Et ensuite, petit à petit, il y a la présence de sons complexes qui sont en couleur, avec des phrases un peu plus longues. Et donc, ça permet petit à petit de s'habituer à ces difficultés. De s'habituer, de s'entraîner et d'entraîner la lecture de manière ludique, intéressante, et avec la compréhension aussi, puisque du coup, il y a les images qui sont directement en lien avec les phrases à côté, quoi. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, il y favoriser cette compréhension. y a donc cette méthode, mais Harry, est-ce qu'il y a aussi d'autres méthodes, des rééducations cognitives, par exemple, ou des traitements médicaux, je ne sais pas? Oui, effectivement, j'aime bien cette vision. Chaque personne est unique et on doit adapter notre façon de procéder en termes de rééducation. Oui, les rééducations vont varier en fonction du TND. C'est-à-dire que si on a un enfant avec une dyslexie ou un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de l'attention, la rééducation ne sera pas la même, les outils ne seront pas les mêmes. Tout dépend vraiment de la pathologie en soi, du diagnostic, de l'âge et puis de la motivation. Donc chaque personne est unique et il faut s'adapter à ça. Mais le matériel est multiple et va dépendre de nos objectifs essentiellement. Et en parlant du diagnostic dont tu viens de parler, donc un diagnostic qui est précoce va permettre une réelle amélioration dans les chances de rééducation. Oui, parce que le cerveau est un organe plastique, on a de la chance, c'est-à-dire qu'il peut créer de nouvelles connexions cérébrales. Pour ça, il faut de l'entraînement et de la répétition. Et donc, plus on s'entraîne tôt, plus on a de chances que ça s'améliore un peu rapidement. À savoir qu'il faut un diagnostic précoce et donc un diagnostic global. On parle des troubles cognitifs, mais souvent maintenant, on le sait, les études évoluent, on connaît de mieux en mieux ces troubles. Mais souvent, dans un contexte de dyslexie, par exemple, il peut y avoir un trouble respiratoire qui, lui, peut s'observer avant le CP. Tu vois. Et donc, ça permet d'avoir une prise en charge beaucoup plus précoce et donc une belle évolution. On parle de tous ces traitements, mais aussi d'accompagnement. Emmanuel, est-ce que les enseignants et le corps enseignant est mieux formé pour accompagner ces élèves dans leur rééducation aussi? Oui, là aussi, forcément, à partir du moment où on a pris conscience que c'était un trouble qui empêche le même rythme, en tout cas, d'apprentissage que les autres, il était vraiment important que nos enseignants le sachent et ils soient sensibilisés tout d'abord et formés également. Alors, on va dire que du point de vue des réponses générales, on a une réponse qui peut être apportée par des enseignants de toute classe, avec notamment des documents qui peuvent aider à la mise en place d'adaptations dans le lien avec l'orthophoniste aussi. On peut avoir ce travail-là. Donc là, les enseignants sont formés. Ensuite, c'est vraiment important le caractère singulier. Chaque situation est singulière. Je suis une personne dyslexique. Pour moi, je vais arriver à m'en débrouiller. Et pour quelqu'un d'autre, je vais être encore plus désorganisée et ça va être encore plus compliqué pour moi. Donc, cet ajustement aux besoins spécifiques, parfois l'enseignant de la classe n'a pas forcément la compréhension de toutes les adaptations fines et on a au sein de la DG2E la possibilité de s'appuyer sur un DAZ. Tout à l'heure, la maman parlait du maître E qui était intervenu auprès de son enfant. Donc ça, ce sont des enseignants spécialisés qui ont une formation supplémentaire, plus spécifique, qui va permettre une prise en charge, un accompagnement mieux ajusté aux besoins de chacun. Donc oui, il y a des réponses au sein de l'éducation nationale, mais qui, encore une fois, seules ne peuvent pas suffire. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Iriate, mais comment est-ce que ça se passe pour l'instant, l'accompagnement que tu as de ton enfant, de ton fils qui a 16 ans? Maintenant que son PAP est en place depuis sa classe de 3e. Alors, PAP, rappelle-nous. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'est le soutien établi par l'éducation nationale afin que nos enfants qui ont des difficultés, telles les miens pour la dyslexie, pour accompagner les enfants pour les matières, pour chaque matière au lycée. Aujourd'hui, il est au lycée. Et on est convoqué au niveau du lycée par le principal, le proviseur. Et on établit avec mon fils, l'infirmière et son professeur principal, quelles sont les adaptations possibles au lycée pour chaque matière. Aujourd'hui, il est en première, donc il va passer son bac de français. Donc pour le français, c'est la répétition des consignes, qu'elles soient bien adaptées, que l'enfant puisse bien comprendre la consigne et aussi un temps supplémentaire pour effectuer tous ces examens.
Et Ari, comment est-ce qu'on fait pour des adultes? Est-ce qu'il y a, pareil, comment dire, des processus, des procédés qui permettent d'enlever, si je puis dire, toute cette dyslexie ou tout autre trouble 10? Généralement, le trouble est bien compensé. S'il a été pris très précocement, généralement, il reste quelques petites difficultés à l'âge adulte. On n'a pas de dispositif aussi bien établi pour les adultes dans le milieu professionnel que chez les enfants à l'école. À l'école, tout a été bien ficelé pour les aider au maximum. Adultes, un peu moins, mais il nous arrive de faire des évaluations à visée diagnostique pour des aménagements professionnels. J'entends des personnes avec des difficultés d'attention, avec du coup qui rencontrent beaucoup de difficultés à s'organiser au quotidien. Et donc ce bilan, il permet d'aller voir son directeur, son employeur pour essayer de mettre en place certains aménagements sur le milieu professionnel. Je vois que tu réagis à ces propos, Mahana. Toi aussi, tu les accompagnes d'une certaine manière, ces adultes, comme on en a parlé tout à l'heure? Oui. C'est vrai que je les reçois. Je fais partie aussi des personnes qui bilantent et qui participent au diagnostic. Et pour l'accompagnement, en fait, des fois, ils sont hyper soulagés d'avoir enfin un mot sur les difficultés qu'ils présentaient depuis longtemps. Et surtout, une solution presque finalement à leur trouble. Oui, c'est ça. Et je voulais aussi parler du coup, en rebondissant à ce que Hayar disait, que dans la prise en charge, il y a aussi les fonctions exécutives qui vont être très intéressantes à entraîner. Donc, où on va pouvoir leur donner des exercices à faire à la maison et qui pourront faire un petit peu au quotidien pour pouvoir favoriser ce travail du moteur du cerveau. Alors, on arrive sur la fin de notre émission. Donc, on va rappeler, HRI, rapidement, c'est quoi les premières étapes à suivre? Si on se doute qu'il y a peut-être un trouble chez notre enfant, voire chez nous-mêmes, vers qui est-ce qu'on doit se tourner en premier? Oui, alors si c'est chez un enfant, généralement il y a des lanceurs d'alerte, souvent c'est l'éducation, parce que l'enfant est en difficulté dans ses apprentissages, mais les parents peuvent voir aussi en fonction du trouble neurodéveloppemental, il y a des troubles par exemple qui vont affecter la marche, la posture, donc on les diagnostique un peu plus tôt. Je pense qu'en première attention, il faut aller voir son médecin, que ce soit son médecin généraliste ou son pédiatre ou un neuropédiatre, généralement un pédiatre, qui lui, en fonction de son évaluation, de l'anamnèse, etc., va les orienter vers des professionnels autres, et notamment les paramédicaux, ortho, psychomotes, en fonction de la problématique. Ouais, c'est la première étape. Et pour les enfants, Emmanuel, on peut se rapprocher de l'école de notre enfant directement? Absolument. Le maître, c'est le meilleur interlocuteur quand on est dans l'école primaire. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de l'enseignant. Mahana, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour un adulte, venir te voir éventuellement, enfin voir un orthophoniste en tout cas? Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a le médecin scolaire. Oui, par exemple, ceux qui viennent me voir, en général, je réoriente aussi vers d'autres professionnels parce que c'est un travail vraiment d'équipe et de collaboration pour pouvoir prendre en charge un petit peu toutes les facettes autour du développement du langage, de la lecture. Et surtout, ce que je conseille, c'est les parents, soyez là pour les soutenir, les écouter et puis les encourager parce qu'ils ne font pas exprès. Ils ont absolument besoin d'encouragement et de se dire « Allez, un jour, je vais y arriver !» Voilà. Et puis, je voulais juste rebondir aussi sur les propos d'Emmanuel. Les propos d'Emmanuel, quand elle disait que les professeurs peuvent aussi être sensibilisés et ils peuvent aussi sensibiliser les autres élèves. Par exemple, je pense à un petit livre rapide, La petite casserole d'Anatole, qui parle d'un enfant qui traîne sa casserole, donc qui fait beaucoup de bruit, on se moque de sa casserole. Et un autre jour, au final, il apprend à vivre avec sa casserole. Et au final, il la regarde, ils en font un dessin et ça devient une force. Donc, la sensibilisation, c'est très important. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous en toucher un mot, Iriatei, pour terminer l'émission? Alors, l'enfant a besoin de beaucoup d'amour. C'est important parce qu'il est très émotif et d'être tout le temps là à côté de lui, de le soutenir, de l'écouter, c'est important. Et je voulais terminer aussi par rapport à aussi mon expérience. Ma grand-mère a été diagnostiquée Alzheimer. Donc, elle ne nous reconnaissait plus du tout.
Ma mère, dernièrement, c'est comme ça que j'ai connu Heyari, d'ailleurs que je remercie, qui a soutenu ma mère dans un concert du dernier stade, mais elle commençait à perdre la mémoire. Donc, Heyari m'a beaucoup aidé pour essayer de comprendre si on pouvait le faire. Et finalement, on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Parce qu'après, je me suis rendu compte que ma grand-mère l'a eu. Ma mère commençait à l'avoir moi-même. Je me suis dit, il faut que je fasse ce diagnostic pour pouvoir, comme il dit, si on le prend plus tôt, peut-être qu'on peut réduire au maximum. Ma mère est décédée, elle avait 69 ans. Donc, c'est pas vraiment un âge tardif. Donc, je me dis, aujourd'hui, moi, j'ai 46 ans. Pourquoi pas? Je vais le faire, ce diagnostic, pour savoir à quel niveau est-ce que je suis au niveau de ma mémoire. Commencer à voir pour toi et ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Exactement. C'est sûr, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission. Si vous avez un doute, si vous voulez vous renseigner, vous n'hésitez pas à vous rapprocher des différents intervenants qui sont sur notre plateau et aussi sur la page Facebook Les 10 de Tahiti. Attention, 10 DYS. Renseignez-vous directement et comme vient de le dire Iriatei, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et nous, les amis, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Votre réveil à Tahiti, vous le savez, c'est à 18h. Maururu itotato farerera trahoma yarana.